Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 décembre 2021 pour le 259e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire et l'évolution de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, du 27 novembre au 3 décembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 11 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 129 munitions, donc 41 obus de mortier, 220 et 82 mm. Donc là, on est en baisse. Bon, clairement, les chutes de neige de cette semaine nous ont bien aidés. Cette semaine, un des 3 civils qui avait été blessé, si vous vous en souvenez, le 30 octobre, est mort de ses blessures, celui qui était le plus grièvement blessé, le plus jeune. Et cette semaine, 3 soldats de la RPD et 1 civil ont été blessés par des tirs de l'armée ukrainienne. Le civil blessé, il a été le 30 novembre dans le district de Petrovski. Il s'est fait tirer dessus, tout simplement. Il a reçu une balle dans la cuisse. Il a été admis à l'hôpital dans un état jugé très grave. Les médecins n'étaient pas sûrs d'arriver à pouvoir le sauver. Depuis, il a repris connaissance, ce qui semble indiquer que ses jours ne sont plus en danger. Je l'espère, en tout cas. En RPL, par contre, 3 habitations ont été endommagées. Je vais y revenir un peu plus en détail. Côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 6 blessés et on a fait au moins 1 mort. Côté ukrainien, lors de nos tirs de réponse. Ça, c'est un chiffre sûr. Du point de vue violation des accords de Minsk, on va parler bien sûr retrait des armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en amener près de la ligne de front en violation des accords signés. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 42 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien. On a dans le détail 8 canons Jetsin B de 152 mm, 2 mortiers de 120 mm, 2 canons anti-chars dont le modèle est non spécifié, 2 chars d'assaut dont le modèle est non spécifié, un système de défense antiaérien Tunguska, 8 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 11 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 véhicules de transport de troupes amphibies type MTLB, 5 véhicules blindés et un système de brouillage Bukovel. Et bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé les signaux des drones de l'OSCE à plusieurs reprises cette semaine. Je vous montre la carte. Mais bon, d'autres armes continuent d'arriver côté ukrainien, comme le montre par exemple cette vidéo, qui montre des lance-roquettes multiples grades partant de Slaviansk et se dirigeant vers le sud. Donc comme je le dis toujours, les listes que je vous donne comme ça chaque semaine sont des listes systématiquement à minima, c'est ce que nous avons réussi à détecter, mais il y en a bien plus dans la réalité. Et donc comme je vous le disais, en République populaire de Lugansk, il y a eu des destructions. Le 29 novembre 2021, l'armée ukrainienne a bombardé le village de Nikolaïevka en RPL à coups de mortier. Ils ont endommagé 3 habitations et une annexe dans le quartier du Jubilé. Fort heureusement, aucun civil n'a été blessé. Bon, les photos des destructions que je vous montre nous ont bien sûr été fournies par la représentation de la RPL au sein du CCCC, donc je rappelle Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Et pendant que l'Ukraine continue de bombarder joyeusement la RPD et la RPL, elle intensifie aussi sa propagande annonçant l'invasion russe à venir. Il multiplie les contacts diplomatiques avec l'Occident pour obtenir un soutien militaire immédiat en cas d'invasion. Bon, sauf que la Russie n'a aucune intention ni aucune envie d'envahir l'Ukraine, contrairement à ce que racontent tous les experts de canapé, parce que on nous sort des arguments tous plus farfelus les uns que les autres. On nous sort l'histoire que Kiev aurait été le centre spirituel de l'Empire russe, alors que c'est pas vrai. C'était un des centres, mais les plus importants c'était bien sûr Moscou et Saint-Pétersbourg, donc voilà. Il y en a qui parlent de venger les guerres du gaz et de pousser pour l'accélération de la mise en œuvre de Nord Stream 2, sauf que si la Russie attaque l'Ukraine, la certification de Nord Stream 2, elle pourra se la mettre sous le bras. Donc ça serait se tirer dans la tête à coups de bazooka. Donc c'est complètement illogique. Ensuite, en matière de ressources, qu'est-ce que l'Ukraine peut fournir à la Russie ? Des gens,
Ouais, bon, ça, il y en a déjà plusieurs millions qui sont partis en Russie, qui pour beaucoup ont obtenu d'ailleurs la citoyenneté russe. Il n'y avait pas besoin de guerre pour ça, donc ok, on peut pas trop. Ressources naturelles, voilà, l'Ukraine n'a pas de ressources naturelles que la Russie n'a pas, donc et en quantité bien plus importante, donc on voit pas non plus. Et puis l'industrie ukrainienne, comment dire, il n'y en a presque plus. Hein, on a déjà largement parlé pas mal de fois lors des sites rep ou dans mes articles. On voit pas ce que la Russie voudrait y récupérer. Et puis en plus, l'Ukraine, je le rappelle, est quand même un pays qui est endetté à mort. Donc si la Russie l'envahissait, il faudrait qu'elle paye les dettes. Payer les dettes d'un pays que t'as envahi et qui te rapporte rien, c'est quoi l'intérêt ? On comprend pas, ça tient pas la route. Bon, les vrais experts te le disent tous, de toute façon la seule chose qui pourrait pousser la Russie à la guerre, c'est un bain de sang dans le Donbass, c'est ce que je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. Problème pour Kiev, c'est que les Occidentaux font de très jolis discours de soutien, mais ils sont pas prêts à aller à la guerre contre la Russie pour les beaux yeux de Kiev, faut quand même être lucide, d'où le fait entre autres la Victoria Nuland a dit en gros à Zelensky d'aller négocier avec Moscou. Le problème c'est que l'Ukraine, comme je vous l'ai là aussi plusieurs fois expliqué, est dans un tel état d'effondrement que la tentation de la guerre pour résoudre les problèmes et surtout détourner l'attention de la population des problèmes internes, ça serait une bonne petite guerre avec l'air qu'on perd, comme ça on peut dire que tout est de la faute de la méchante Russie qui a envahi l'Ukraine, et puis comme ça Kiev pourra demander de nouveau de l'argent aux Occidentaux. Voilà, le but c'est qu'il faut que la guerre soit courte et limitée au Donbass. Voilà. D'ailleurs, on le voit récemment, là de nouveau, l'Ukraine a reçu je sais plus combien de millions, de centaines de millions d'euros. Après, c'est hurlements sur l'invasion russe imminente, etc. Plus ils font monter l'hystérie, plus ils obtiennent de pognon. C'est des histoires de fric, c'est tout, faut être bien conscient de ça. D'ailleurs, sur ce dossier, les États-Unis jouent un double jeu, c'est-à-dire qu'ils poussent l'Ukraine à attaquer tout en accusant la Russie de vouloir envahir son voisin, mais ils veulent pas se mouiller eux-mêmes. Comme je dis souvent, les États-Unis sont prêts à combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, mais impliquer des soldats américains, non. Bon, c'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'a déclaré le SVR, donc service de renseignement extérieur russe, qui dit que pour Washington, l'Ukraine n'est qu'inconsommable. Ça aussi c'est quelque chose que je vous ai dit et redit, donc bon, il n'y a rien de nouveau. Le but, voilà, c'est de pousser l'Ukraine à relancer le conflit dans le Donbass, mais Washington ira pas se mouiller personnellement. Bon, cette hystérie médiatique qui est quand même fortement teintée d'inversion accusatoire se double d'une tentative de mobiliser les autres membres de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine. Il y a eu ainsi une réunion diplomatique à Kiev, où des diplomates américains et britanniques ont essayé de semer la panique parmi leurs homologues de l'Union européenne pour qu'ils adoptent une approche solidaire pour sauver l'Ukraine en cas d'attaque de la Russie. Donc le but, en gros, pour les États-Unis, c'est d'essayer de refourguer la patate chaude ukrainienne à l'Union européenne, c'est-à-dire de rendre l'UE responsable de préserver la viabilité du Titanic ukrainien. Vu la situation des pays de l'UE entre la crise énergétique, qui est déjà un vrai bourbier pour pas mal de pays de l'UE, en plus avec le corona machin, les économies des pays de l'UE ont quand même bien souffert. Et voilà que maintenant il faudrait qu'ils maintiennent le Titanic ukrainien à flot. Ils sont pas très chauds, voilà, ils sont pas très chauds, et ils ont pas très envie de déverser sans arrêt du pognon dans le tonneau des Danaïdes qu'est l'Ukraine. C'est ça, c'est un puits sans fond. Puis en plus, les diplomates européens sont quand même assez conscients que les Américains et les Britanniques attisent artificiellement l'hystérie pour présenter la Russie comme responsable de tous les problèmes de l'Ukraine, tout en constatant bien que les autorités ukrainiennes provoquent elles-mêmes des tensions dans le Donbass. Donc non seulement ils sont pas chauds pour sortir le porte-monnaie, mais ils le sont encore moins pour aller se battre pour l'Ukraine contre la Russie. Donc là, c'est pour ça que l'Ukraine est en train de multiplier ses petits contacts diplomatiques partout pour essayer d'obtenir un petit quelque chose de concret, mais ils auront que des mots vides, il y aura rien. Il y aura rien. Les Occidentaux ne sont pas prêts à mourir pour les beaux yeux de Kiev. Faire des grandes déclarations,
hurler à l'invasion russe, hurler que la Russie respecte pas les accords de Minsk alors que elle en est juste garante, comme la France et l'Allemagne. C'est voilà, ça coûte rien si tu veux. Mais aller envoyer tes soldats se faire massacrer contre l'armée russe, si tu veux, non là ils sont pas très chauds les mecs. Et puis sortir de plus en plus de pognon pour maintenir l'Ukraine à flot. Alors que, bon, bah, une grande partie de cet argent est fini dans les poches de divers membres du gouvernement, des députés, etc. Non, il y a un moment où ils se disent, là, quand même, au bout d'un moment, on peut plus, quoi, tu vois, je veux dire, tous les pays de l'UE sont endettés pour la plupart jusqu'à la gorge, donc, voilà, ils veulent pas sortir encore plus d'argent sans arrêt pour Kiev. De toute façon, c'est une histoire sans fin. De toute façon, il y a un moment où ils arriveront plus à balancer du pognon dans ce tonneau des Danaïdes, donc il y a un moment où ça va s'arrêter cette histoire. Bon, en tout cas, si la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Ukraine, pour les raisons que j'ai évoquées, bon, elle semble quand même décider à protéger le Donbass sans franchir la frontière, puisqu'il y a une vidéo qui est apparue montrant des systèmes de guerre électronique, les fameux Krasukha 4, qui ont été repérés fin novembre sur l'autoroute M4 en région de Rostov, à 30 km à peine de la frontière avec le Donbass. Alors ils n'ont même pas besoin de les faire rentrer en RPD et en RPL, puisque bon, leur rayon d'action est de 300 km, donc je vous montre une petite carte. Ça couvre totalement les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Bon, ces petits engins sont très efficaces contre les drones, entre autres les fameux Bayraktar, mais aussi les avions de combat, les avions de reconnaissance, genre les AWACS, les missiles guidés par radar, les satellites en orbite basse et les radars au sol. Donc je pense que là, les Russes passent un petit message en mode, écoutez, n'essayez même pas, ça va se terminer en débâcle pour vous. Russie toujours, eh bien le FSB a arrêté 3 agents ukrainiens qui étaient entrés en Russie. Alors il y en a 2 qui étaient venus pour espionner, un qui était venu pour commettre des attentats terroristes. Alors les 2 premiers sont un père et son fils. C'est bien, t'emmènes ton fils dans des conneries comme ça, c'est bravo. C'est joli, donc Zinovy Koval et Igor Koval qui étaient venus pour recueillir des informations et enregistrer en photo et vidéo des entreprises d'importance stratégique vitale et des infrastructures de transport. Eux, ils bossaient pour le SBU. Ils avaient été recrutés par le colonel Vassili Kovalik, qui est dans la région de Ternopil. Il leur avait confié donc la tâche de recueillir ces informations contre une récompense de 10 000 $. J'espère que les nombreuses années de prison que vous allez passer en Russie vous permettront de méditer sur la balance bénéfice-risque de cette mission. Voilà, parce que... Est-ce que ça valait le coup de risquer autant d'années de tôle pour 10 000 $? Je vous pose la question, enfin voilà, vous aurez le temps d'y répondre en tôle. Des armes ont été retrouvées dans leur véhicule, entre autres une arme à canon court, une arme automatique, des équipements de protection individuelle, tout ça a été envoyé pour analyse. Et le 3e Gugus, c'est Alexandre Tsilik, 23 ans. Alors lui, il a été recruté par la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, parce qu'ils ont aussi leur service de renseignement. Alors lui, il avait été envoyé en Russie dans le but de commettre un acte terroriste. Donc il a été recruté par le lieutenant-colonel Maxime Kirilovietz, un officier donc du ministère ukrainien de la Défense. C'est d'ailleurs avec lui que Tsilik est venu une première fois en Russie, en franchissant illégalement la frontière, je précise, pour équiper des caches et de transporter les engins explosifs improvisés qui allaient lui servir pour ces attentats terroristes, donc des engins d'1,5 kg d'équivalent de TNT. Et en revenant la 2e fois en Russie, il a été arrêté en flagrant délit avec les engins explosifs en sa possession, alors qu'il se rendait sur le lieu où devait avoir lieu l'un de ces attentats terroristes. Donc voilà, lui aussi, il va avoir le temps de méditer en tôle. Voilà, donc, mais ça en dit long sur le côté... quand je dis que l'Ukraine est un état terroriste, voilà, c'est la réalité. C'est les méthodes de l'Ukraine démocratique post-Maïdan. Je pense qu'il faut se poser 2-3 petites questions sur la notion de démocratie là-dedans. Voilà, respect des droits de l'homme, tout ça. Non, les attentats terroristes, non, ça respecte pas les droits de l'homme. Et alors, je vais vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, puisqu'on a eu cette semaine droit à 2 vidéos édifiantes et consternantes. J'ai hésité à vous les mettre dans le Maïdan Empire. Tellement c'est...
voilà, je les ai maintenus dans l'évolution générale de la situation en Ukraine. Vous me direz si vous trouvez que ça aurait mérité de se retrouver dans le Maïdan Empire. La première vidéo est celle du journaliste ukrainien et rédacteur en chef de Censor.net, ce cher Yuri Boutousov, dont je vous ai déjà parlé, qui a publié sur son mur Facebook une vidéo où on le voit tirer à l'obusier des 20 de 152 mm sur les occupants russes. Voilà, donc en fait, dans le Donbass, c'est ça que ça veut dire. Il a fait ça en guise de commémoration pour le jour de mémoire des victimes de l'Holodomor. Il a un goût très, très spécial en matière de commémoration. C'est un peu bizarre, bref. Donc dans son post, il te dit que aujourd'hui, jour de mémoire des victimes de l'Holodomor, je dois avouer qu'il est possible que je sois impliqué dans la mort de certaines personnes dans le Donbass, mais uniquement dans la mort des occupants russes, des terroristes et des assassins du peuple ukrainien. Et après, il se justifie pour avoir publié la fameuse vidéo du drone Bayraktar qui avait été utilisé pour la première fois au combat dans le Donbass, dont je vous avais déjà parlé. Donc c'était lui qui l'avait sorti, cette vidéo. Et en fait, il s'est fait alpaguer par Zelensky lors de la fameuse conférence de presse marathon dont je vous ai parlé brièvement l'autre fois. Zelensky lui a reproché cette publication en lui disant que il avait provoqué la mort de gens côté ukrainien parce que suite à ça, en gros, ça avait justifié nos tirs de réponse et que donc des soldats ukrainiens étaient morts, qu'en plus il s'était fait passer en gros un savon par les pays occidentaux qu'il avait appelé 2 à 3 fois par jour tous les jours, et que donc, bon, il était bien gentil, mais fallait arrêter les conneries. Donc je pense que cette vidéo, c'est une réponse au petit savon que Zelensky lui a passé lors de cette conférence de presse. Bon, en tout cas, sous ce post, donc on avait cette vidéo le montrant en uniforme complet, gilet pare-balles et casque, en train de tirer avec cet obusier sur les occupants russes. Le problème, c'est que ce qu'il a fait, c'est complètement indigne d'un journaliste. Voilà, ça viole les points de la Convention de Genève qui protège les journalistes, entre autres en zone de guerre, puisqu'un journaliste est protégé en zone de guerre par le fait qu'il est un civil. À partir du moment où il participe au conflit comme un soldat, il n'est plus protégé. Voilà, donc bon, déjà que l'armée ukrainienne tire sur le journaliste dans le Donbass et que tu as des gens en Ukraine qui appellent les snipers ukrainiens à descendre les journalistes russes et tout ce qui porte un logo presse dans le Donbass, si tu veux. Là, quand tu vois un journaliste ukrainien qui en rajoute une couche rayon débilisme en faisant ce genre de choses, là vous entretenez la confusion entre journalistes et soldats, et avec ça on n'est pas sorti des ronces, donc voilà. Bon, il s'est fait allumer par tout le monde, les reporters de guerre russes, mais même les Ukrainiens lui ont dit mais t'as complètement déconné, lui ont dit mais enfin t'es journaliste, t'es pas soldat, t'as pas le droit de tirer comme ça, puis en plus bon, ça en dit long sur le niveau de contrôle de l'utilisation des armes et du respect du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne dans le Donbass. Si même un journaliste peut violer le cessez-le-feu comme ça et puis avoir le droit de tirer n'importe comment comme ça au pif avec un obusier, là on nage en pleine féerie. Bon, il s'est tellement fait dézinguer qu'il a modifié son post Facebook pour mettre un addendum, un update en disant oui mais non en fait j'avais tiré sur Polygone et c'était il y a longtemps. Bon, le petit problème, c'est qu'il n'a pas effacé la partie de son post où il dit qu'il est potentiellement impliqué dans la mort d'occupants russes dans le Donbass. Donc ça colle pas, je veux dire, je vois pas comment il aurait pu tuer des occupants russes en tirant sur Polygone. Je voudrais une explication, parce que là je vois pas comment c'est possible. Je pense que surtout, voilà, il a voulu jouer les fiers à bras, et puis que quand il a vu le retour de flamme, il a essayé de se dépatouiller comme il peut. Bon, en tout cas, le bureau d'enquête d'État ukrainien a pas trop apprécié la blague. Ils ont ouvert une enquête pour violation des règles d'utilisation d'armes, parce que oui, et planification, préparation, déclenchement ou conduite d'une guerre d'agression, puisqu'en fait, entre autres, le ministre ukrainien de la Défense a vertement critiqué la vidéo de Boutousov en disant que ça pourrait offrir un prétexte à la Russie
pour accuser l'Ukraine de violer les accords signés, bah oui, parce que ça montre une violation du cessez-le-feu, oui, qu'une arme lourde interdite par les accords de Minsk, donc là-dessus il n'a pas totalement tort, et qu'en plus la Russie pourra accuser l'Ukraine de ne pas contrôler l'utilisation des armes dans les unités de l'armée ukrainienne, et ça aussi, là-dessus, pour le coup, il avait raison. Bon, j'espère que la justice ukrainienne va faire son travail, il rappellera à Boutoussov, comme à tous les autres journalistes ukrainiens, que c'est pas acceptable qu'un journaliste tire avec un obusier sur la ligne de front. Voilà, on a déjà une belle escalade du conflit en cours. Si t'as envie d'avoir de la hype, hein, de faire du buzz, tu fais ça autrement. Voilà, mais pas comme ça, parce que là, non, ça c'est inacceptable. Voilà. Y a pas d'ailleurs que les journalistes qui déconnent à plein tube en Ukraine, les soldats aussi. Alors, parce que la deuxième vidéo dont je vais vous parler, c'est celle qui montre ce qui semble être des migrants se faire tirer dessus par des soldats ukrainiens près de la frontière avec la Biélorussie. Donc c'est une vidéo que je trouve extrêmement choquante, personnellement. Bon, j'ai enquêté pour voir si les éléments de cette vidéo et ceux fournis par la personne qui l'a publié le 1er décembre sur Facebook étaient vérifiables. Bon, j'ai quand même maintenu un conditionnel dans mon article par sécurité, mais je trouve que les éléments sont quand même assez probants. Donc bon, je l'ai publié quand même, parce que j'estime que l'information est extrêmement grave et mériterait une enquête, entre autres internationale, chose qui a d'ailleurs été demandée par le vice-représentant de la Russie à l'ONU, qui a dit qu'il faudrait quand même que les institutions internationales se penchent sur cette histoire et enquêtent sérieusement là-dessus, parce que c'est extrêmement grave. Donc c'est pour ça que je l'ai publié malgré le conditionnel, chose que je fais très rarement, mais parce que j'estimais que là la gravité des faits le méritait. Voilà. En fait, c'est un soldat ukrainien du nom de Vassil Roumak. Bon, depuis il a bloqué l'accès à son compte après des messages où en gros il a dit que bon, il avait publié ça de façon impulsive, mais qu'il fallait réfléchir aux conséquences. Quelqu'un qui se présente comme son frère a dit qu'en gros il a été indisponible toute la nuit et qu'il a été mis sous pression, donc ça sous-entendrait que le SBU lui est tombé dessus. Suite à ça, son compte est devenu complètement inaccessible. Bon, dans ce post, Roumak indique que la vidéo montre des actions des soldats de la 61e brigade des forces armées ukrainiennes qui sont stationnés à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, je vous montre la vidéo, donc prise en mode infrarouge. La nuit, on voit un groupe de personnes donc avancer en file indienne sur la droite de l'image. Donc bon, ça c'est une façon de se déplacer qu'on voit typiquement chez les migrants qui franchissent les frontières à pied. Et à 1 minute 16, une des personnes qui est à la tête d'une des files tombe, donc semble-t-il abattue. Les autres se mettent à repartir vers la droite en courant, d'autres on les voit tomber, et on voit ensuite à l'écran des soldats qui débarquent dans le champ de la caméra et qui se mettent à tirer au fusil mitrailleur sur les gens qui sont en train de s'enfuir. Bon, le marquage automatique de la caméra indique qu'elle se trouvait à Prilouki, donc il y a bien un village qui se nomme comme ça, qui est près de la frontière, justement entre l'Ukraine et la Biélorussie, un peu à l'ouest de Tchernobyl, ce qui semble confirmer que la vidéo a bien filmé des événements ayant eu lieu près de la frontière. Bon, ensuite, concernant la 61e brigade des forces armées ukrainiennes, elle existe bien, contrairement à ce qu'avait essayé de faire croire certaines autorités ukrainiennes après un premier scandale lié à un post Facebook de cette unité-là, où mi-novembre ils avaient déclaré que tout soi-disant migrants qui franchiraient la frontière se feraient descendre par leurs unités. Donc ils ont refait un post pour dire non mais en fait vous avez pas compris ce qu'on avait dit. Oui. Si, on avait très bien compris. Donc on avait des gens parmi les autorités ukrainiennes qui avaient dit mais cette 61e brigade de chasseurs d'infanterie n'existe pas. Mais si elle existe, il y a même un reportage de la télé d'État ukrainienne en décembre 2019 qui parle précisément de cette brigade, qui en a fait une présentation exhaustive, qui a fait tout un reportage sur eux. Donc ils existent bien. Voilà, ils existent bien. Et alors, cette unité, donc qui était une unité de réserve, a été transformée. Elle est remplie de soldats qui ont déjà combattu dans le Donbass. Donc c'est des mecs qui ont déjà, on va dire certainement pour certains, un beau palmarès en matière de crimes de guerre.
Hein, voilà. Et cette brigade a été déployée à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine pour gérer, entre autres, la crise des migrants. Voilà. Alors, quant à la vidéo elle-même, qui est donc datée du 29 novembre, très très tôt, au petit matin, vers 3h du mat', eh bien, il s'avère que le service des gardes frontières ukrainiens l'avait publié sur son site le jour même, le 29 novembre, avant de retirer le post et maintenant de déclarer que la vidéo est un fake. Voilà, donc c'est très très drôle. Pourquoi ? Parce que les médias russes ont découvert la vidéo et ont commencé à relayer l'information. Pas de chance pour eux, une capture d'écran était restée coincée dans l'article d'un média ukrainien qui n'a pas été supprimé assez vite, ce qui fait que j'ai pu la récupérer. Depuis, l'article a disparu. Mais j'ai gardé la capture d'écran complète de l'article et celle du site des gardes frontières ukrainiens. Et voici ce qu'ils écrivaient le 29 novembre sur leur site officiel, hein, avec, pour illustration d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, une photo qui vient de la même vidéo dont ils disent maintenant qu'elle est fausse. Donc vous voyez le level de foutage de gueule. Donc ils ont dit ceci, le 29 novembre 2021 vers 3h45 du matin, les gardes frontières du détachement de Jitomir ont été informés par les services de renseignement qu'un groupe de clandestins avait franchi illégalement la frontière ukrainienne. Un groupe mobile de la 61e brigade des forces armées ukrainiennes est allé intercepter les contrevenants vers 3h50 du matin. Lors d'une tentative d'arrêter les contrevenants, ces derniers ont résisté, ce qui a conduit les soldats à utiliser leurs armes à feu. Les mesures visant à identifier les personnes impliquées dans des activités illégales se poursuivent. Bon, donc moi quand je vois tout ça, je pense qu'effectivement les soldats de la 61e brigade ont tiré et je pense abattu un certain nombre de migrants à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie le 29 novembre 2021. Le problème c'est que sur la vidéo, comme vous avez pu le voir vous-même, il n'y a aucune action agressive de la part de ceux qui se sont fait tirer dessus. Ils avançaient juste en file indienne, ils n'avaient pas d'armes et contrairement à ce que raconte le service des gardes frontières, on voit aucune tentative d'arrêter ces gens. Voilà, les soldats ukrainiens leur tirent dessus et sans sommation, terminé quoi. Ce qui veut dire qu'ils auraient tiré sur des gens qui sont désarmés, qui représentaient aucun danger immédiat pour eux. Bon, vous me direz, ils font la même chose dans le Donbass sur les civils. Mais bon, c'est quand même complètement barbare. Enfin, je veux dire, niveau démocratie, respect des droits de l'homme en Ukraine. Là, il y a 2-3 petites questions à se poser quand même. Je me pose aussi des questions sur le niveau d'entraînement que un certain nombre de pays, dont la France, donnent aux soldats ukrainiens. Vous avez oublié le petit passage sur les règles d'engagement et le respect de la Convention de Genève. Je pense que ça serait peut-être bien de leur faire des cours du soir de rattrapage, là. Hein, parce que, il y avait d'autres méthodes. Je dis pas forcément qu'il fallait les laisser passer, mais ils auraient pu les arrêter, ou simplement leur faire peur en tirant des coups de semonce en l'air. Ils n'avaient pas besoin de leur tirer dessus. Enfin, je veux dire... c'est n'importe quoi, comme se sont demandé certaines chaînes Telegram qui ont partagé cette vidéo. C'est quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'on va voir ces soldats tirer sur les manifestants qui sont pas contents de la politique de Zelensky ? Je veux dire, bon, je pense qu'il faut pas s'attendre à avoir une enquête sérieuse sur ce qui s'est passé, ni de la part de l'Ukraine, ni de la part des patrons occidentaux, hein, parce que bon... les grands défenseurs des droits de l'homme et des droits des migrants, etc., ils savent très bien que la défense de l'image déjà passablement écornée de l'Ukraine post-Maïdan est plus importante que leur grand discours droits de l'hommiste. Hein, voilà, c'est là qu'on voit ce que ça vaut. Donc, je pense qu'il n'y aura aucune enquête, même internationale, là-dessus, alors que ça le mériterait. Hein, je le dis sincèrement, je pense qu'il faudrait une enquête là-dessus pour vérifier ce qui s'est passé, parce que, je veux dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, bref. Et pendant ce temps-là à Kiev, la paranoïa et l'hystérie vis-à-vis de la future invasion de l'Ukraine par la Russie atteint de tel niveau que les journalistes de Kiev deviennent complètement cinglés et animent leur émission en gilet pare-balles et casque comme s'ils étaient sur le front. Alors on a eu entre autres Evgeny Kiselyov sur Ukraina 24 qui a fait rire tout le monde avec son accoutrement le 28 novembre dernier en direct. Alors je ne sais pas, le mec a peut-être cru que la Russie allait bombarder Kiev pendant son émission, où il a confondu l'armée russe avec
l'OTAN qui avait bombardé la télé serbe pendant les bombardements de l'ex-Yougoslavie. Non, mais là c'est complètement débile. D'ailleurs, l'émission était diffusée en live sur YouTube. Vous verrez, il y a des gens qui se foutent de sa gueule dans les commentaires du live. Non, mais là, faut arrêter les mecs. Faut arrêter. Non, c'est à Kiev, vous risquez rien. Vous risquez rien. Voilà, je veux dire, même si la Russie devait intervenir pour nous protéger, s'il y avait un bain de sang ici, je veux dire, ils vont pas aller envahir Kiev. Hein. Je veux dire, ils ont pas envie de récupérer les dettes de l'Ukraine, toute la bande de zinzins russophobes, les Farion, Liachko, et toute la bande de néo-nazis. Hein. Je veux dire, la Russie, elle a pas envie de récupérer ces gens-là. Moi, je vous le dis, c'est qu'elle est. Donc, non. C'est ça, vous pouvez arrêter l'hystérie tout de suite, cela n'arrivera pas. Voilà, donc ça c'est l'état de la situation. Maintenant, concernant la fameuse traduction en français du livre de Faina, elle aura lieu. Je remercie les gens qui ont répondu au sondage. On a trouvé un éditeur que je remercie vraiment énormément de nous laisser cette chance. Donc je vais bientôt commencer la traduction du livre de Faina en fin de mois de décembre. À partir du 25 jusqu'au début janvier, je serai, comme chaque année, en vacances. Donc, il reste, à part ce site rep là, encore 2 sites rep avant la fin de l'année. Et puis après, petite pause avant la nouvelle année, l'année 2022. Je rappelle que, comme chaque année, j'ai fait donc un calendrier du Donbass, donc calendrier du Donbass 2022. Vous avez le lien sur la chaîne Telegram, sur notre site. Vous irez voir à droite, dans la barre de droite, vous avez le lien vers le site où vous pouvez acheter le calendrier. Et vous pouvez aussi là-bas, si vous voulez offrir des livres plutôt que des calendriers comme cadeau de Noël. J'ai réédité donc mon premier roman historique que j'avais publié avant la guerre, en 2013. Premier roman Viking Ulfar Saga, que j'ai donc republié en français, mais aussi en anglais. Et une traduction russe verra bientôt le jour. Donc voilà, donc si vous voulez me soutenir tout en achetant des cadeaux de Noël sympas et jolis et je pense assez intéressants à lire pour le roman, tous les gens qui l'ont lu m'ont fait des retours positifs. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un bon moyen de nous soutenir tout en faisant des jolis cadeaux de Noël. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.